En remontant le fleuve, nous nous arrêtons à Tours, sur l'île Simon, où nous rencontrons Lucille et François de Quitte École, Bernard Pelot, président de la Fédération des Maisons de Loire, et Bruno Marmiroli, directeur de la mission Val-de-Loire. Ensemble, on parle de chaland en carton pour faire voyager l'imaginaire à travers une activité pédagogique et ludique. Nous sommes en plein cœur de Tours, presque les pieds dans l'eau, avec Lucille et François qui nous ont rejoints. Le duo de Quitte École, est-ce que vous pouvez me présenter tout simplement ce qu'est Quitte École ? Quitte École, c'est François Béclin en premier temps, qui est un ancien enseignant, et qui, il y a 18 ans. Depuis le temps qu'on dit 18 ans, ça fait peut-être 19 ans maintenant. Bref, qui avait emmené ses élèves au Bourget et conçu une activité de construction de maquette d'un petit avion à la suite de ça. Et depuis, il ne s'est plus jamais arrêté. Donc les élèves ont construit un petit avion en carton et l'opération a très très bien marché. Et je me suis dit, ça c'est formidable. Donc j'ai créé Quitte École, conçu une collection de 4 maquettes au départ pour que les enfants fassent une activité manuelle en classe. L'idée c'était de compléter la théorie en fait ? D'avoir une étape manuelle pour compléter un enseignement théorique ou Ouais. c'est en lien ? Rien ne vaut la pratique pour que les enfants s'imprègnent vraiment de l'activité. Donc une opération manuelle claire. Donc voilà, quelque chose de concret. Et donc j'ai créé des modèles et après j'ai quitté l'éducation nationale et je me suis lancé dans la maquette éducative. Et maintenant, il y a environ 28 modèles qui sont tous reliés au programme pédagogique du primaire, en fin de compte. Donc, c'est toujours relié à un travail pédagogique, ça a vraiment du sens. C'est ou faire travailler sur l'histoire de France, ou la géographie, ou faire des sciences. On a des modèles techniques où il y a des choses qui tournent, il y a des engrenages qu'on apprend dans les livres. Eh bien, on le pratique vraiment en construisant l'objet. Et après, il y a des fiches pédagogiques qui expliquent avec des témoignages, des jeux, des anecdotes, voilà, c'est le concret. Pour entériner ce qui a été abordé de façon théorique en classe, après 3 séances environ de 1 heure, l'enfant aura construit sa petite maquette individuellement, le ramènera tout fièrement à la fin de l'année à la maison. Et d'expérience, on sait que les enfants, d'une année sur l'autre, gardent leur maquette précieusement sur leurs étagères. Et c'est quelque chose qui les aura marqués et aura permis de mieux intégrer ce qui a été appris à l'école, quoi. Vraiment. Il y a une trace, il y a une application et puis un résultat. Au bout d'1 heure, ils ont déjà fabriqué un objet qui a de l'allure, quoi. Même si c'est du carton, enfin, je trouve surtout si c'est du carton. Le carton, c'est un matériau formidable. Recyclé, qui plus est. Recyclé, oui. On a l'objet réel, certes en modèle réduit, mais voilà, le gosse a un lien direct avec son objet et puis ça. Et puis on imagine que quand il rentre à la maison avec son objet qu'il a construit, c'est encore l'occasion de reparler de la thématique avec les parents. C'est vrai. Ils partagent ça avec leurs parents. Ils peuvent même se vanter. Regarde, ça c'est telle pièce, ça a été fait en 1900. Ils se passionnent pour leur objet. C'est la magie de la maquette. Alors, il y a ces maquettes que vous proposez dans le cadre des programmes scolaires, et puis des fois vous répondez à d'autres commandes. C'est le cas pour ce 20e anniversaire. Oui, tout à fait. Ouais. Vous pouvez nous dire comment ça s'est passé, quelle a été la commande ? Alors au début, quand on les a rencontrés une première fois, nous on s'est dit peut-être ce sera un château. Instinctivement, c'est vrai, on pense au château de la Loire, mais non, à notre surprise, et puis nous ça nous a beaucoup plu puisque François est quand même dans notre collection on a beaucoup de bateaux. Ouais, moi je trouve que le bateau c'est un très bon choix. Le chaland c'est vraiment, c'est au-delà même du château. Les châteaux n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu ces bateaux-là. Donc je trouve que c'est une très très bonne idée d'avoir choisi cet objet pour symboliser le patrimoine, la Loire. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et le lien entre toutes les villes qui longent la Loire, c'est vraiment une belle histoire. Économiquement, ça a apporté toute la région. Et depuis, à chaque fois qu'on voit une allusion, même dans un livre, là, récemment, on a lu tous les deux un livre qui s'appelle « Ces messieurs de Saint-Malo ». Voilà, on parle de toute l'économie qui part de Nantes et qui diffuse dans tout le pays. Et tout de suite, pour nous, ça a un écho maintenant. C'est intéressant, quoi. Ça vous oblige, quand vous avez une commande comme celle-ci, de faire des recherches, j'imagine, pour créer cette maquette ? Ouais. On a beaucoup lu.
mais c'est surtout un travail graphique, c'est-à-dire c'est résumer un objet avec quelques pièces. Toutes les pièces figurent sur une petite plaque qui fait 25 x 32 cm. C'est pas très grand et donc toutes les pièces doivent figurer. Alors il faut choisir suffisamment de pièces pour que ça soit assez joli, ça soit fidèle à la réalité et que ça soit simple à construire. Ça c'est un petit défi, mais ça c'est pas ce qui est le plus difficile. Donc là moi j'ai bien aimé faire comment créer cette maquette. Ça s'est bien passé. C'est pas toujours le cas, mais j'aime bien cet objet, moi. Concrètement, là, du coup, ces maquettes de bateaux, à qui elles vont s'adresser ? L'opération initiale, c'est quand même de fêter les 20 ans de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO et de faire à 20 classes, pour les 20 ans, la construction, que chaque enfant de ces 20 classes construise le chaland, qui est un peu le symbole de l'inscription au patrimoine mondial. Donc les enfants vont faire la petite maquette, il faut à peu près 1 heure pour faire l'objet, et puis éventuellement dans la Maison de la Loire, le responsable de la Maison de la Loire, lui, pourra présenter la maquette en taille XXL pour montrer les différents éléments de navigation. C'est de connaître sa région, c'est d'apprendre à l'aimer, de comprendre son histoire. C'est fondamental que les gosses du coin connaissent leur région et puis découvrent que ça a une histoire incroyable. La Loire, c'est toute leur histoire en fait. Ils ont peut-être des grands-parents qui étaient mariniers ou des arrière-grands-parents, ils ne le savent pas. Tous les châteaux de la Loire, ils ne seraient pas là s'il n'y avait pas ces bateaux. Et c'est ce genre d'outil qui peut les aider à comprendre, à aimer cette région. Les intéresser, tout simplement. C'est ça l'intérêt c'est l'objet. L'objet, c'est peut-être aussi important qu'un texte, un beau texte sur la Loire ou sur les mariniers. Là, ils vont vraiment... En plus, les gosses ont une capacité à se projeter, à imaginer. Peut-être que les gosses joueront avec. Oui, et puis ça illustre peut-être qu'après, s'ils tombent sur une peinture, une illustration, ils vont dire « Ah, bah tiens, regarde le petit bateau, là, moi je le connais, je sais que c'est le chaland. J'en ai fabriqué un, ça va évoquer chez lui autre chose. » Et puis ça reste longtemps. Le carton, après ils peuvent le décorer. En plus, ils peuvent aller plus loin. Il peut baptiser son bateau d'un nom particulier. Il peut le décorer. Il peut mettre des petits bouchons pour symboliser des tonneaux ou je sais pas quoi. Des carrés de sucre pour faire le tuffeau. Enfin, voilà, le gosse va se souvenir de quelque chose grâce à cet objet, je pense. Quels sont les retours que vous pouvez avoir depuis que Kit École existe? Alors, ça marche bien, c'est-à-dire qu'il y a une fidélité des enseignants qui est terrible. C'est-à-dire quand ils ont goûté à ce plaisir-là, c'est addictif. Tous les ans, c'est un rituel. On va faire une maquette dans l'année. Le rapport avec les enseignants, il est facilité du fait que tu étais enseignant toi-même ou... C'est-à-dire que étant enseignant, c'est une caution. J'ai senti, oui, c'est une caution, mais ils savent pas toujours que j'étais enseignant. C'est un produit qui vient de l'école. Moi, j'ai pas voulu faire ça. C'est venu à moi. Et donc, le produit est bon. C'est pour ça que ça marche. C'est parce que le produit est intéressant, il est agréable à faire, il n'est pas très cher. Et puis ça se justifie. Il y a une justification. C'est toujours réussi. Même les enfants un peu pâteaux, ils arrivent à construire les maquettes. C'est très facile à faire, il y a peu de pièces. Le rendu est beau. Ça se passe toujours bien. Et donc les enseignants nous font une confiance totale. Je vous remercie tous les deux. Au plaisir de vous revoir sur un bateau de Loire. Nous reviendrons. Plaisir partagé. On poursuit cette émission avec Bernard Pelot, président de la Fédération des Maisons de Loire, et Bruno Marmiroli, directeur de la mission Val-de-Loire. Merci de nous rejoindre, messieurs. Merci. Et on parle de ce projet Kit École. Alors Bruno, j'aimerais savoir un petit peu comment est venue cette idée de projet dans le cadre de ces 20 ans. On avait une intention qui était de produire des projets orientés vers le jeune public au sens large. C'est un peu comme ça que démarre le sujet. Et puis très naturellement, on s'est orienté vers le réseau qui fait de l'éducation à l'environnement et dont c'est le cœur de métier, pour aller leur soumettre l'idée et voir d'abord si ça existait.
Premier point. Deuxièmement, si ça pouvait être intéressant. Et troisièmement, ce qu'on pouvait faire ensemble, si toutes les conditions étaient réunies pour qu'on y aille. Et très naturellement, la Fédération des maisons y est allée. Et bien sûr. On était très séduits lors du premier rendez-vous qu'on avait eu ensemble pour d'abord faire connaissance un peu entre cette Vision Loire et la Fédération des maisons de Loire. On avait jusqu'alors des relations beaucoup moins proches qu'elles ne sont aujourd'hui. Et lorsque Bruno nous a parlé de ce projet, évidemment, ça rentrait en plein dans ce travail que font nos animateurs des maisons de Loire au quotidien. Ça s'inscrit un peu dans ce qu'on dit le lien homme, fleuve, paysage, ce dont on parle tous les jours. Les animateurs, au-delà d'autres sujets, bien évidemment, d'autres thématiques. Les maisons de Loire ont des disciplines et des thématiques diverses. Entre autres, la sensibilisation aux crues, la sensibilisation à l'impact des déchets dans l'environnement, la marine de Loire, l'histoire de la marine de Loire, et bien d'autres, et la biodiversité évidemment, sont des sujets quotidiens. Et celui-ci s'inscrit complètement, c'est-à-dire qu'à partir d'une petite maquette, on peut dire plein de choses. Quand ça s'est passé le choix de cette maquette, parce qu'on parlait donc avec François et Lucille de Kit École, comment est venue l'idée de partir sur le bateau, le chaland, plutôt qu'un autre symbole? Alors, j'ai pas un souvenir très précis de qui a fait quoi et comment ça s'est dessiné. Mais disons que le collectif, comme ça va un peu brouiller les gars, le collectif a relativement facilement pointé du doigt l'idée qu'un bateau soit finalement un vecteur assez idéal, un bateau traditionnel de Loire, il faut le préciser, soit un vecteur idéal pour passer de la culture à la nature. En tout cas, nous raconter effectivement les multiples points de contact entre ces deux mondes qui semblaient un peu trop étanches, et donc le bateau nous paraissait être le bon point de départ. Et c'est après, finalement, avec les membres de notre conseil scientifique à la mission, avec Virginie Cernin qui est archéologue, avec des gens qui sont spécialistes du sujet, avec les maisons de Loire, qu'on a un peu creusé cette piste-là pour voir si vraiment il y avait ces aptitudes, et ça s'est révélé assez vite un symbole assez idéal, très différent des châteaux, très différent des grands monuments qui pourraient symboliser aussi le Val-de-Loire, mais qui sont moins accrochés au milieu ligérien, au sens de vraiment de biotope, de milieu et d'une forme d'écologie du système Loire. Et puis le bateau, finalement, c'est le lien entre toutes les maisons de Loire. Et oui, évidemment, c'est le lien entre toutes les maisons de Loire. Elles sont réparties d'une manière uniforme sur la Loire moyenne. En partant, celle qui est le plus en amont, c'est Belleville-sur-Loire, dans le Cher, qui est à une cinquantaine de kilomètres de Sully-sur-Loire, donc début de l'inscription. On prend donc le Cher, le Loiret avec la maison de Loire de Jargeau. Vous avez la maison de Loire à Saint-Dié, donc proche de Blois, l'Observatoire Loire à Blois, la maison de Montlouis, dans le 37, et puis la maison de Loire en Anjou à Saint-Mathurin-sur-Loire. Donc pratiquement tout le périmètre de l'inscription est navigué par cette petite maquette de maison de Loire en maison de Loire pour porter les bons messages et voilà. Concrètement, l'idée c'est 20 ans, 20 classes scolaires qui vont faire ce bateau, c'est voilà, ça? C'est ça. Alors on a eu des aléas d'une crise sanitaire, mais ce projet-là est maintenu effectivement en novembre à l'occasion des 20 ans, c'est-à-dire quasiment au jour près, 20 classes qui seront effectivement invitées à construire, à participer aux ateliers. Voilà. Pour lancer le projet, dans la mesure où là c'est vraiment l'acte d'ouverture des célébrations. Voilà, 20 classes et qui seront elles aussi réparties sur l'ensemble des maisons de Loire. Les 6 maisons auront les classes, ce sera réparti d'une manière uniforme. Et donc ça se fera dans la semaine du 16 au 20 novembre. Donc en 2 temps, il y aura une demi-journée consacrée en classe à la conception, au livret pédagogique. Et puis l'après-midi sera consacré au terrain. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bateau, quand on parle de vecteur idéal pour faire de la pédagogie, c'est que le bateau, naviguer, c'est comprendre le fleuve. C'est comprendre les dynamiques, les courants, les vents. On a navigué ce matin avec Bernard. On a réussi à hisser la voile, donc à remonter le courant.
c'est comprendre l'art piscile, c'est comprendre éventuellement la faune, et puis c'est aussi avoir un point de vue sur ce paysage urbain aussi, des très belles façades ligériennes en pierre calcaire, la monumentalité, elle est perçue aussi depuis le fleuve. Et donc c'est aussi inviter les enfants à revenir vers le fleuve. On a pris un peu de distance par rapport à ce milieu-là, on en parlait. On a pris un peu de distance parce que les infrastructures, parce que la vie, parce que voilà. Il faut y revenir. Là, on est sur l'île Simon. On voit qu'il y a plein de jeunes maintenant qui partent à la conquête des berges. C'est très bien et tant mieux. C'est une façon de retisser du lien avec son milieu, quel qu'il soit, hein, finalement de reprendre pied et de faire partie de ce collectif ligérien qu'on souhaite valoriser. Et mine de rien, construire ce bateau, c'est aussi leur donner l'idée de se dire l'envie et l'idée d'aller dessus. Oui, d'aller dessus. Oui, bien sûr. Oui, oui, alors dans nos maisons de Loire, elles ne sont pas toutes équipées de bateaux pour compléter les actions pédagogiques. Mais chaque fois que c'est possible, oui, il faut inviter les enfants et les élèves à venir naviguer et puis observer la Loire sur l'eau. C'est une autre vision du fleuve. Comme le disait Bruno, toutes les thématiques peuvent être abordées à bord de ces petites maquettes, quoi. Les maisons de Loire existent pour les plus anciennes depuis les années 80. Les premières maisons de Loire, elles sont installées sur les bords de Loire en 1980. Vous qui êtes installé depuis longtemps sur le territoire, qu'est-ce que ça a changé ces 20 dernières années, l'inscription au patrimoine mondial ? Quand les maisons de Loire se sont installées, on savait qu'il y avait un potentiel d'animation, de connaissances phénoménales. Et l'inscription est venue nous conforter dans nos positions. Et bien sûr que ça nous a apporté énormément. Et je pense, et je suis même convaincu que ça apportera encore beaucoup plus, parce que je pense qu'avec Bruno, il y aura des projets dans l'avenir qui vont sortir de nos mallettes pour travailler dans un partenariat correct et parfait, quoi. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le long terme quand même. Donc on va célébrer, donc on concentre les efforts et on lance des actions qu'on espère pouvoir ensuite étirer et surtout qu'on espère pouvoir partager. C'est un peu l'essentiel. Mais c'est parce qu'on a bénéficié quand même de toute une dynamique dès les années 80, 90, des luttes de protection de l'environnement, puis de l'inscription. Donc tout ça s'inscrit quand même dans une histoire. Nous, on apporte notre pierre dans ce continuum historique. Et puis l'idée étant d'en faire vraiment, c'est l'esprit du collectif. C'est-à-dire qu'on imagine maintenant très bien, tous ensemble, comment on peut partager de manière équitable et comment on peut ouvrir aussi. On a beaucoup parlé aussi de l'idée d'ouvrir les dispositifs, les espaces de réflexion aux jeunes. On fait des projets pédagogiques pour eux, mais maintenant il faut qu'on leur donne la parole aussi. Il faut qu'ils puissent intégrer finalement les dispositifs de décision, de réflexion, qu'on puisse accompagner tout ça et qu'eux-mêmes ne soient pas simplement l'objectif, mais aussi la voix qu'on entend et qui va résonner dans le Val-de-Loire. Donc ça fait partie de l'enjeu. Donc c'est pas le bilan, c'est le tout début, parce qu'on a décalé un peu les festivités, mais on voit quand même que le peu qu'on a amorcé, on a quand même travaillé pendant la crise sanitaire, à une écoute. On est assez surpris. Enfin, ce format, les radios, les essais auxquels on procède, qui sont un peu nouveaux, y compris pour la mission, on voit qu'il y a une certaine attente et ça permet quand même d'élargir quand même l'auditoire potentiel. Et ça nous plaît beaucoup. Mais on voit quand même que ces 20 ans d'inscription ont permis de parler plus facilement du territoire et que les gens s'y intéressent aussi plus. Aujourd'hui, peut-être que l'oreille est plus attentive qu'il y a 20 ans. Alors oui, mais les 20 ans, ils participent, mais c'est un phénomène de société plus global. Je pense qu'il y a un appétit pour l'environnement, une acuité, une attention maintenant que portent les jeunes, d'ailleurs, en premier lieu, à l'environnement, à la qualité de l'environnement, à la qualité des relations à l'autre, d'ailleurs, une sorte d'empathie générale dans laquelle on souhaite s'inscrire. Pour compléter ce que dit Bruno, les jeunes qui aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles à ces problèmes environnementaux, ont reçu, il y a une quinzaine d'années, des messages forts. Et quand ils viennent dans nos maisons de Loire, ils reçoivent ces messages. Et aujourd'hui, ils ont 20 ans,
Et je pense que ces messages les ont marqués, ils sont restés une fois que les choses sont expliquées, qu'elles ont une meilleure compréhension et une appréhension des problèmes environnementaux. Et ça, c'est une satisfaction pour nos maisons de Loire. C'est un travail de long terme, c'est un travail de longue haleine. C'est l'éducation à l'environnement, c'est du travail permanent, c'est pas du ponctuel, c'est tout le temps. Ils viennent facilement, les jeunes, dans les maisons, ou il faut aller les chercher par le biais de... Alors, il faut les chercher, comme souvent, il faut aller chercher les gens, il faut les inciter, il faut les faire venir, mais d'abord, les scolaires, les enseignants sont très, très présents dans nos maisons de Loire. On a un très bon contact avec eux, donc ça, c'est la priorité de nos animations, nos actions. Et bien sûr, après, toutes les actions qui ont lieu auprès du grand public, oui, les jeunes viennent aussi, oui, bien sûr. J'ai envie de rentrer dans une phase d'interview un peu plus personnelle. J'ai envie de connaître un peu votre rapport à la Loire et au territoire, messieurs chacun. Peut-être Bruno pour commencer. Il a bougé, hein, parce que je suis là à peu près depuis 20 ans, d'ailleurs je n'avais pas fait le rapprochement, mais maintenant que je lui pose la question. Donc il était assez distant, mais plutôt sur le plan de l'analyse, et maintenant que je fréquente de manière beaucoup plus... C'est presque un rapport intime, comme quelqu'un qui ferait partie de la famille, ou comme un élément de... c'est un rapport de grande proximité. Où j'apprends à découvrir morceau par morceau, mètre carré par mètre carré, la richesse du milieu. Donc c'est un éternel épanouissement, enfin au moins émerveillement, on va dire ça. Ouais. Bernard. Quand je suis arrivé, je suis pas natif, je suis pas ligérien de c'est pas un tort, moi non plus. Non. Mais quand je suis arrivé à Blois dans les années 70, j'avais 20 ans, quoi. Et mon rapport avec la Loire, il est venu progressivement jusqu'au moment où on ressent ces émotions que la Loire nous procure. Il y a des sensations fortes par ses couleurs, par ces instants de quiétude qu'elle nous apporte. Mais ça va presque au-delà de ça. C'est-à-dire que je dirais que la Loire, c'est un fleuve de richesse pour l'éducation à l'environnement, quoi. C'est inépuisable. Il y a tellement de thématiques, tellement de sujets qui peuvent être abordés pour sensibiliser tous les publics, les jeunes et les moins jeunes, à ce que les comportements changent. Se servir de ce fleuve pour ça, moi je la remercie, quoi. Je suis pas sûr que tous les fleuves de France aient autant de richesse que celui-ci, qu'elle soit naturelle, culturelle, patrimoniale, enfin bon, c'est inépuisable. On peut en parler pendant des millénaires de la Loire. Alors, je vais profiter du fait qu'on ait chacun un casque sur les oreilles pour vous plonger dans des ambiances sonores de Loire. Et c'est un petit quiz sonore en fait. Le son enregistré par Boris Jolivet, audio-naturaliste qui est pas très loin de nous en fait. Je vous propose un premier son. Vous n'hésitez pas, dès que vous avez la réponse, à la donner. Des oiseaux, ah oui, mais alors qu'est-ce qu'on aurait... C'est un oiseau emblématique de bord de Loire, celui-ci. Famille du héron. L'aigrette alors. Oui, voilà. Une petite aigrette, d'accord. Une deuxième. Plus simple. Sterne. Oui. C'est une bonne réponse. Et alors le troisième est très très compliqué, mais c'est un son tellement émouvant, vous allez voir.
c'est la tétée du castor, non? Ouais, c'est la tétée du castor. C'est le petit castor. Ce son, je l'adore, il est incroyable. Ouais. Celui-là, je ne le connaissais pas. Je me suis rattrapé sur la fin. J'ai loupé les deux. Je le connaissais. Je vais trahir le secret. Je le connaissais. Je me doutais que tu le connaissais, celui-ci. Messieurs, si vous deviez décrire le Val-de-Loire en 3 mots. Chacun. Allez, je me lance. Oui, voilà, je vais laisser réfléchir. Je dirais, bon, alors, forcément, un peu majesté, y compris monumentalité, tout ce qu'on a évoqué comme grand paysage, etc. Mais aussi une forme de convivialité, c'est l'acceptation potentielle de toute forme de vie, humaine et non humaine. C'est ce paradoxe, cette envie de tisser du lien entre nature et culture et finalement d'abolir définitivement cette frontière et puis d'avoir un spectre plus large. Ça, donc j'en ai 2 déjà. Un troisième, ce serait sérénité, parce que là on est sur une grève, elle n'est pas toujours aussi sereine, hein. On l'a connue un peu plus tumultueuse, mais la sérénité fait partie quand même aussi de ce pourquoi on s'y promène, ce pourquoi on va la voir. Ouais. Bah, c'est terrible de passer le deuxième sur un truc pareil, parce que bon, tout à l'heure j'ai parlé de la quiétude, mais voilà, c'est la quiétude des paysages, c'est la qualité de vie, puisque tu as dit, Bruno, toi, j'ai dit sérénité. Sérénité, voilà. Bon, donc on retrouve ça. La richesse culturelle, la richesse patrimoniale, indéniable. Puis le troisième, il est plus difficile. L'avenir. Ben, ça me plaît bien l'avenir, parce qu'on parle de la jeunesse, on parle d'avoir 20 ans. L'avenir, ouais, parce qu'avoir 20 ans en Val-de-Loire, c'est se construire pour préparer un avenir peut-être un peu plus respectueux que celui qu'on a aujourd'hui. On profite d'être avec toi, Bruno, aussi pour faire un point sur cet anniversaire qui a été un peu maltraité par la Covid. Concrètement, du coup, ce projet Quitte École, lui, il voit le jour. En novembre, on en a parlé. Qu'est-ce qui, dans tout ce qui était prévu, qu'est-ce qui va se faire, pas se faire, être décalé, pas décalé? Alors, ce qui se fait, ce sont des escales virtuelles, on y est, hein, des podcasts d'escales. Le projet Quitte École et les 20 classes et la maquette, et ça. Donc ça, c'est lancé et ça ne change pas. C'est une grande exposition photographique au château de Tours sur 20 ans de regard photographique sur le Val-de-Loire pour essayer de comprendre comment, effectivement, le parcours des photographes a évolué avec notre vision du fleuve, la perception des paysages et comment c'est encore en train d'évoluer, c'est intéressant. Et puis c'est aussi pour gérer notre propre fond photo avec, encore une fois, l'Observatoire Loire, puisque, non mais c'est important de le signifier, on va exposer les travaux de l'Observatoire photographique du paysage qui a été lancé il y a 20 ans. Voilà, par la Maison de la Loire, alors qui est l'Observatoire Loire de Blois. Et donc, on travaille avec l'Observatoire, donc qui est l'une des maisons de la Loire, sur ce sujet-là. Et c'est de là qu'est née l'idée qu'on a finalement tissée d'ouvrir un observatoire photographique du paysage, mais participatif. Et voilà. Donc ça va être à l'occasion des célébrations de l'exposition photo d'octobre à janvier. Et puis des événements fin novembre, donc juste après les 20 classes, qui seront des temps de célébration, alors entre des temps institutionnels et puis des temps festifs, de projection vidéo, etc., où on va finalement symboliquement rentrer dans le temps des 20 ans, hein, puisque effectivement la crise sanitaire nous a fait tout décaler, donc la porte de sortie sera la porte d'entrée. Et ensuite, on ira assez naturellement vers 2021, où on aura de nouveau les 4 escales, et puis bien d'autres projets qu'on est en train de monter. Voilà. Donc plein de choses à partir de la rentrée. Comment vous imaginez les 20 prochaines années pour le territoire ? Quelles modifications, quel renforcement ? Est-ce qu'on va depuis le temps qu'on parle de réappropriation de la Loire, est-ce qu'on y est déjà ? Est-ce que ça va continuer plus ? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire Je pense que oui, on est dans la réappropriation de la Loire, mais je ne sais pas ce qui peut changer beaucoup. Le fleuve... Aujourd'hui, on peut dire qu'on se l'est réapproprié. On se l'est réapproprié, c'est concret. Oui. Oui, alors nous, à l'échelle des individus, des structures associatives, des gens concernés, après il y a des politiques publiques à mettre en place pour que effectivement les travaux d'infrastructure changent un peu de forme, de nature, s'assouplissent, s'allègent et que effectivement la réappropriation touche aussi l'élément urbain. On voit bien que l'un des éléments de la césure forte, ça a été les grands travaux d'aménagement d'infrastructures parallèles au fleuve qui ont coupé le lien et qui de fait ont un peu éloigné l'habitant. Donc
l'habitant revient, on est tous convaincus et on y passe beaucoup de temps. Il faut aussi que les villes, qui sont forcément des grandes machines beaucoup plus lentes, prennent ce pli-là. Elles le font. On voit bien que les travaux depuis les années 2000, les villes ont quand même tourné, se sont retournées vers le fleuve. La ville de Tours est en train de le faire, Orléans, les quais, Blois, etc. Donc c'est une mutation en cours et dans 20 ans, j'imagine qu'on aura un environnement urbain lié aux espaces publics, c'est-à-dire à l'espace d'expression du collectif qui sera très différent et probablement beaucoup plus en phase et en dialogue avec le milieu. Vraiment intégré, parce que là on se l'est réapproprié, mais des fois on a peut-être l'impression que c'est de manière récréative. Moi, je vais reprendre l'image du bateau. Il y a deux façons de voir ce chaland. Ça peut être à la fois du folklore et du tourisme. Bon, c'est une façon un peu réduite de le voir, mais ça peut être aussi un excellent moyen d'être en lien avec son milieu. Une promenade sur les bords de Loire, c'est récréatif, mais c'est aussi une façon de voir des sternes, de voir des hérons, ce matin on en a vu, de voir une ripiscile, de voir des saules. Donc c'est bien plus que récréatif si on apprend à regarder, ou si on a envie de regarder ou d'écouter. Ouais. Puis, la Loire sans ces bateaux-là, c'est triste. Hein. Il faut qu'il y ait des bateaux sur la Loire. Pas forcément, mais non, même s'ils ne naviguent pas, mais ça doit rentrer et revenir dans le paysage ligérien, à condition qu'ils respectent le fleuve. Il ne s'agit pas de mettre des bateaux avec des turbines ou des paquebots. Non. Des petits bateaux comme celui-ci. Voilà, le respect du fleuve. Le respect du fleuve. Peut-être le mot de la fin. Voilà. Très bon. En tout cas, c'est les messages que l'on porte. Hein. C'est le message de respect. Respect du fleuve, respect de l'environnement. De toute façon, on le voit, hein, c'est un fleuve accueillant à condition qu'effectivement on respecte cet équilibre-là. Il y a un des critères qui est agréable, un critère de l'inscription qui est l'équilibre, l'harmonie entre les communautés humaines et le fleuve. Et ça, c'est une espèce de dialogue équitable, à l'écoute, qui ne nie ni les positions des uns ni des autres, mais qui permet de créer un espace de cohabitation possible. Eh bien, je vous propose qu'on se quitte sur ces mots. Okay. Merci à vous et Merci au plaisir. Beaucoup. Oui.